sur Égide, je suis Quentin, votre hôte. Je suis accompagné aujourd'hui d'Adrien et de Victor. Nous avons participé le week-end du 3-4 décembre à une FTC, un tournoi en équipe de 8 joueurs avec 8 équipes. Le tournoi était organisé par l'association des Malmouleux, tournoi basé à Lausanne. À savoir que ce tournoi avait la particularité d'être sous le thème d'une FTC. Adrien, peux-tu nous expliquer un peu plus ce qu'est qu'une FTC? Tout à fait. Alors en fait, pour bien comprendre, donc l'AOSFF, c'est l'association qui organise tout le jeu d'Age of Sigmar en France. Elle organise deux grands circuits de tournois, donc un en solo et un en team. Donc, le solo, c'est ce qui s'appelle les FSC et la team, les FTC pour French Solo Cup et French Team Cup. Donc en fait, pour chacun de ces circuits, il y aura une finale qui aura lieu début 2023, une en février, une en avril, avec donc les meilleurs joueurs de France qui iront s'affronter en solo et les meilleures équipes iront s'affronter en team pour déterminer le champion de France et l'équipe championne de France. Et donc pour se qualifier à ces finales, il y a tout un système de qualification. Et en fait, pour chaque circuit, il y a 6 tournois qualificatifs, donc 6 tournois pour le solo, 6 tournois pour l'équipe. Et on a décidé, enfin l'AOSFF a décidé de faire des tournois par région. Donc pour la team, par exemple, il y aura un tournoi pour la région nord-ouest, un tournoi pour la région nord-est, un pour l'Île-de-France, un pour le sud-ouest. Et dans le sud-est, là où on habite, comme il y a énormément de joueurs, ils ont décidé cette année de faire 2 qualifications. Donc une dans la région PACA qui a eu lieu il y a un mois à peu près, et une pour la région ARA, Auvergne-Rhône-Alpes, qui était celle de ce week-end où nous sommes. Et donc, à chacune de ces qualifications, la meilleure équipe se qualifiera, ce qui fera 6 équipes pour la finale fin avril. Et Parfait. du coup, moi, je suis venu avec mon équipe qui s'appelle La Meute, qui en l'occurrence s'est qualifiée déjà, avait gagné le tournoi. On avait gagné le tournoi de la FTC PACA, donc on était déjà qualifié pour la finale. Et donc là, on venait entre Mais guillemets ayant juste fracassé encore des bouches, vous êtes revenu encore voilà. Comme votre région. notre objectif, c'est de s'entraîner principalement et de faire des tournois avec les meilleurs joueurs possibles. Les FTC, c'est le meilleur endroit pour ça. Donc, on est venu pour gagner si possible, sachant que si on gagnait, c'était le deuxième qui se qualifierait. Et voilà. Tout à fait. Donc, comme l'a indiqué Adrien, de son côté, lui, il a participé avec son équipe, donc la Meute du Sud. À savoir que eux, étant dans une équipe, on va dire compétiteur, participent à de nombreux tournois. Ils avaient des objectifs et ces derniers venaient pour un résultat donné. De notre côté, avec Victor, nous avons participé avec notre équipe qui s'appelait Pourquoi pas nous. Oui. L'idée, c'était de Avec une participer. philosophie bien différente. Tout à fait. L'idée était de participer à un tournoi en équipe, ce qui était une première déjà pour de nombreux joueurs de notre équipe, et aussi d'amener, d'initier des joueurs plutôt récents qui possédaient une expérience, on va dire, plus faible du jeu et plus faible des tournois. Notre objectif n'était du coup pas du tout le même. Nous venions surtout pour le plaisir et surtout pour apprendre. Ce qui est Tout à fait. le Parce que, par exemple, moi, c'était mon deuxième tournoi, premier tournoi en équipe, et on a un de nos joueurs où c'était son tout premier tournoi. Il avait 6 parties dans les pattes seulement. Et on a donc notre joueur Rook aussi qui a peu d'expérience. Enfin bref, c'était une équipe de genoux, quoi. Et en comparaison, notre équipe de notre côté, il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe de France de l'année dernière, certains joueurs qui seront très probablement dans l'équipe de France de cette année. On avait même, bon alors ça c'est un peu overkill, mais ça nous faisait plaisir, un coach et un capitaine qui étaient venus. Donc c'est fait qu'on était 10 et pas 8. Donc on Sachant avait que le le capitaine capitaine, était le capitaine de l'équipe de France. on a le capitaine de l'équipe de France qui est venu pour nous faire nos pairings parce que c'était le capitaine de notre équipe. Donc voilà, on est venu avec, on peut dire, un bazooka, mais ça n'empêche pas d'avoir eu des parties, on en parlera, des rondes extrêmement serrées avec avec des équipes locales qui jouent très très bien. Voilà, mais clairement, comme tu as dit, nous, notre objectif, c'était la première place. On aurait été très déçus de ne pas l'avoir. On verra si on a réussi à l'avoir. Pas de spoil. Pas de spoil, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, ça me reviendra. très bien. Nous, Quentin, on peut dire que nous n'avons pas fini premier. Non, là, il n'y a pas Voilà. besoin d'avoir. Voilà, il n'y a pas de. On ne gâchons aucune expérience de ce côté-là. Mm. Donc voilà, c'est vrai que deux chemins différents lors des constructions des équipes de notre part et de celle de la Meute du Sud. À savoir que le tournoi était en capacité d'accueillir 10 équipes, ce qui aurait permis on va dire un meilleur déroulement du tournoi. Et que malheureusement, lors des inscriptions, nous étions 9 équipes, ce qui avait créé en fait un petit gap, on va appeler ça comme ça pour le moment, on donnera un nom après dessus,
car étant un nombre d'équipes impair, une équipe à chaque fois n'allait pas pouvoir jouer contre une autre équipe, ce qui dans l'organisation d'un tournoi est toujours un peu délicat. Parce que quand vous venez en solo et que vous ne jouez pas un match, bon, vous perdez 3 heures entre guillemets, mais ça n'a pas qu'une personne. Quand vous venez en équipe de 8, ça fait 8 personnes, voire plus quand il y a des coachs. Presque 10% des gens qui ne jouent pas. Et c'est même un peu, en solo, on arrive très souvent à trouver un mec dans l'orga qui fait une partie contre celui qui peut pas jouer. Alors que là, trouver 8 joueurs qui vont faire une partie contre la team qui peut pas jouer, c'est pas possible. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est un des petits points qui peuvent être importants lors de l'organisation de tournois. Et nous avons appris le vendredi qu'une équipe avait été cas Covid et du coup avait laissé sa place, ne pouvait pas venir. Donc nous avons fini à 8 équipes. Ce qui d'un côté a permis à toutes les équipes de tout le temps jouer, mais sur l'organisation du tournoi va créer, on va dire, des enchaînements de parties un peu compliqués. On y reviendra dans le déroulement, vous le verrez. Surtout qu'il faut dire que sur les 8 équipes qui étaient présentes, il y en avait 5 qui jouaient la FTC pour jouer la qualif et 3 autres qui étaient là juste pour venir, dont une qui n'était même pas au courant que c'était une étape FTC, qui l'a appris après. Et du coup, les 5 équipes qui jouaient avec un objectif plus global, c'était des gens qui étaient là pour le côté compétitif, quoi. C'était Avec des très gros joueurs de la région. Alors, C'est ça. le truc, c'est que dans chaque équipe de 8, à chaque fois, il y a environ 5 très bons joueurs. Et à chaque fois, il y a besoin d'aller gratter un ou deux ou trois copains c'est le qui jouent problème un de peu, mais jouer qui à connaissent 8. moins. Ouais. Alors que nous, c'est ça notre avantage, c'est qu'on a 8 gros joueurs dans notre équipe, ce qui nous C'est donne une avance sur les autres. Mais il y avait quand même 4, effectivement, comme tu l'as dit, autres équipes qui étaient très compétitives, avec des excellents joueurs dedans. C'était pas des perdreaux, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est aussi d'un côté positif pour l'apprentissage du jeu, moi je voulais revenir sur ça sur le début, on apprend à jouer avec des amis ou en club, mais on progresse vraiment au travers des tournois, car on va pouvoir parler entre guillemets de méta, mais la manière dont vous jouez au quotidien n'est pas la même que les autres joueurs jouent, et du coup c'est comme ça qu'on progresse en affrontant des différents joueurs. Oui, parce que ce Il y a qui aussi se des passe, différents. c'est vous faites une liste, vous affrontez quelqu'un, vous prenez une bâche ou pas, et en fonction du résultat, vous améliorez ou faites évoluer votre liste. Et si vous êtes dans un petit microcosme, en fait, au bout d'un moment, vous allez trouver la formule idéale pour contrer le maximum de cas en fonction de vos 3-4 adversaires. Contre beaucoup plus d'adversaires, c'est pas la même réflexion, et vous pouvez découvrir de nouvelles choses, quoi. Puis tu découvres aussi de nouvelles listes, parce que comme tu as dit, dans ton petit microcosme, il y a rarement toutes les armées qui existent. Les gens en face jouent le même style de liste parce qu'ils n'ont pas toutes les figurines, et ils font le même style d'erreur parce que c'est les mêmes êtres humains à chaque partie. Alors que là, voilà, tu vas rencontrer 5 mecs complètement inconnus qui ont un style de jeu différent, une armée différente, et effectivement, tu vas apprendre plein de choses. Beaucoup. Tout à fait. Donc pour commencer le déroulement de cette FTC, je vais vous présenter du coup nous le roster de notre équipe, donc sans rentrer dans le détail des joueurs ni le détail des listes, mais plus comment nous avons construit notre liste. Donc il nous fallait 8 joueurs, nous avons eu pas mal de mal à constituer notre équipe parce que comme disait Adrien, nombreuses équipes, il faut trouver 8 joueurs sur un week-end, c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude d'avoir des personnes qui sont souvent disponibles et joueurs. Sachant aussi que ça intimide beaucoup les tournois. Tout à fait. Qu'il y a des gens qui disent que c'est pas pour eux, que bon, il faut aussi être dispo entièrement sur un week-end, c'est pas forcément facile. Vous n'avez pas forcément les bonnes disponibilités au bon moment. Donc il y a des contraintes de gestion assez difficiles. Exactement. À savoir que sur le club lequel nous sommes joueurs sur Lyon, le club avait souhaité mettre en place une équipe pour aller du coup à ce tournoi-là. Il devait être 5 à la base. De mon côté, je devais les rejoindre avec Gauthier pour pouvoir finir le roster. Mais suite à des modifications de planning, de choses comme ça, l'équipe en fait s'est déplacée de 5 plus 2 à 3 et il a fallu compléter l'équipe. Donc on a eu un peu de... Il nous a bien fallu un mois, peut-être 6 semaines pour pouvoir compléter l'équipe. Ouais. Ce qui va expliquer aussi, on va dire, l'équilibre de notre équipe à ce niveau-là. Donc notre équipe était composée d'un joueur Ogormo Tribe, d'un joueur Skaven, d'un joueur Nighthaunt, Victor, d'un joueur Big Wack, d'un joueur Nurgle, d'un joueur Daughter of Cain, moi en Standcast, et d'un joueur Son of Behemoth.
sachant que le joueur Ogre jouait sous l'ancien Battletome. Exactement. Après, important à préciser, une semaine près, il aurait pu jouer avec le nouveau BT et potentiellement. Il en aurait été très heureux. Exactement. Une semaine près, t'es généreux parce qu'il est toujours pas sorti officiellement, donc même les prochaines FTC seront. Ah non, Ogre, excuse-moi. Non, Ogre, il est Non, sorti. c'est STD, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Du coup, nous, le point de construction de nos listes était, le plus important, c'était de jouer ce qu'on a envie et ce qui nous fait plaisir. Nous ne sommes pas partis sur une construction plus stratégique en disant il nous faut un joueur tampon, un joueur offensif, un joueur qui tire, un joueur cavalerie. Ce qui était important dans cette construction, car le but était de donner envie à nos joueurs qui étaient peu expérimentés pour un certain nombre de jouer ce qu'ils savaient jouer et ce qu'ils prenaient du plaisir à jouer. On ne voulait pas mettre des joueurs sur des listes qui d'une ne maîtrisaient pas et qui deux ne trouvaient pas de plaisir à jouer avec. Ce qui est important. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes partis du coup avec un joueur Ogre Tribe qui a joué une liste avec des gros tons. Mais voilà, il n'y avait pas d'idée de se dire sa liste doit vaincre ci, doit vaincre ça. Notre joueur Skaven est un joueur débutant qui n'avait que quelques points de Skaven. Donc lors de sa construction de liste, nous avons essayé d'optimiser la manière dont il avait avec les figurines qu'il avait pour éviter de lui faire peindre des figurines, de lui faire acheter des figurines. Ce qui est une autre difficulté des gens qui veulent partir en tournoi, c'est l'accès aux figurines, parce que vous passez du temps à construire votre liste, vous dites qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il y a des bras, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Après, il faut dire, est-ce que j'ai assez de figues? Et notamment quand vous voulez spammer un peu une unité que vous trouvez un peu plus forte, il faut avoir, je sais pas, vous jouez des dragons ogres de Beast of Chaos, il faut avoir les 12 dragons ogres en disponibilité. 30. Il y avait un mec qui en avait 30, non, il avait même 36, je crois. Exemple. Et là, par exemple, pour ce joueur, donc, qui est un joueur débutant, qui avait 6 parties dans les pattes, on a heureusement eu accès à une imprimante 3D, ce qui aide beaucoup. Après, si les gens ont les moyens, ils peuvent aussi avoir juste accès aux figues et aller les acheter. Vous pouvez avoir des prêts de personnes dans votre entourage. Et même ça, bon, c'est dans une quantité souvent assez limitée. Donc on a eu de la chance de pouvoir en imprimer, mais on a quand même dû pas mal se déterre pour arriver à faire une liste de 1000 points, quoi. Exactement. Toi, tu jouais du coup pareil Nighttaunt parce que tu es possesseur d'une armée Nighttaunt. Oui, mais j'ai aussi dû avoir recours pas mal à l'impression parce que j'ai une liste avec 50 Bladegeist et je n'avais que 10 Bladegeist au moment où je fais ma liste, quoi. Donc il fallait combler les trous. Exactement. Ce qui met en lumière du coup deux difficultés aussi. Notre joueur Big Wag est un joueur qui aurait pu jouer du coup Iron Joe avec les prêts de figurines tout ça. Et qui avait envie de jouer Big Wag. Voilà. Et notre joueur Nurgle voulait jouer Iron Joe, mais vu que le joueur Big Wag voulait jouer Big Wag, et ben à savoir que on l'a pas précisé au début, mais c'est une spécificité des tournois en équipe. Vous n'avez pas le droit d'avoir deux fois la même figurine sur deux listes différentes. Vous pouvez la multiplier dans votre liste, hein, mais pas dans les alliés. Identique pour les artefacts, les traits de commandement et tout ce qui va être grande stratégie. Ça, par contre, sur les grandes stratégies, on a le droit à deux. Voilà, il y a les spells. Mais pour les grandes stratégies, par contre, on a le droit d'avoir deux fois la même. Donc, ce qui fait que quand vous construisez votre liste, il faut penser à qui prend quel artefact. Pas ce que vous voulez, c'est la contrainte. Exactement. Qui prend les sorts persistants. Nous, par exemple, ce qui peut sembler étrange, mais c'est notre joueur Big Wag qui a pris l'Arcantum, ce qui n'était peut-être pas le plus optimisé. Je pense qu'il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, exactement. Du coup, notre joueur Nurgle est venu en Nurgle pour compléter le roster, sachant que le but du... Du coup, il a pu prêter ses cochons à notre joueur Big Wag. Exactement. Et moi, j'ai prêté les mouches à votre joueur Nurgle. Exactement. Et du coup, le but de notre joueur Nurgle, ça faisait partie du peu de listes qui avait, on va dire, qui avait été construite pour le tournoi, qui était une liste assez défensive sur le principe que Nurgle c'est tanky, mais jouant full mouche, savait qu'il pouvait prendre la table très facilement. De notre roster, c'est l'un des seuls qui est vraiment une liste complète. Oui, on avait 2-3 listes qui étaient, on va dire, un petit peu optimisées pour ça. Notre joueur Daughter of Cain, lui, était venu compléter le roster pour avoir une liste de tirs, car sur les premiers rosters, nous n'avions aucun tir.
Moi, ma liste Tanka, c'était une liste orientée full tir. J'avais 1500 points, 1600 points de tir d'archer. Pourquoi j'ai fait cette liste? Parce qu'on avait besoin de tir. Faut qu'on se le demande On se toujours. demande, l'idée de ma construction de liste, quand on a discuté avec le coach, c'était de pouvoir s'ouvrir des match-up, sortir des équipes ou sortir des armées qui pouvaient être problématiques pour nous. Ouais. Si on n'avait pas de tir, au bout d'un moment, il y a certaines factions qui sont assez Difficile compliquées à gérer. Exactement. Et le dernier joueur, du coup, était Son of Behemoth. Pareil, toujours dans l'idée de, entre guillemets, pour l'équilibre des listes, d'avoir quelque chose qui peut scorer très facilement au point, parce que les géants, quand on 30 sur les objectifs, pouvaient jouer certains scénarios qui étaient difficiles pour d'autres personnes. Et ça nous arrangeait aussi parce que on avait les figues à se prêter entre nous, donc c'était assez facile d'accès. Sachant aussi que notre joueur Doctor of Kane ne voulait pas jouer d'humaine, donc il jouait également à contrainte, quoi. Vraiment, il avait. C'est pas une liste qu'il a réfléchi pour être le plus Ouais, mais optimisé. elle était très bien sa liste en vrai. Hein. Oui, elle était bien, mais c'était un parti pris en disant, c'est pas une question de réfléchir de logique rationnelle, c'est juste, je déteste ces figues, je ne veux pas les jouer. Ouais, on en a reparlé hier. Comment je fais une liste sans ça? Exactement. Donc, suite à cette présentation de notre roster, vous avez vite compris que l'équipe était, on va dire, une équipe de jeunes, pas en âge, mais en expérience, composée de listes qui ont été optimisées au travers des prêts des figurines que nous avons pu nous faire entre nous, mais pas spécialement optimisées dans la construction d'une équipe qui a pour but de gagner un tournoi. Vraiment construit dans l'idée que chaque joueur va pouvoir prendre du plaisir au travers de sa liste, même si cette dernière est optimisée. Nous n'avions pas une optimisation en équipe. Ce qui, dans le déroulé du tournoi, va nous poser, vous verrez, des problèmes lors de l'appareillement des matchs, car n'ayant pas une liste qui est très forte en magie, n'ayant pas une liste qui est très forte au corps à corps, n'ayant pas ce type de liste couteau suisse qui peuvent répondre à des match-ups, nous allons souvent rentrer dans des problématiques multiples pour l'appareillement des matchs. Ça a été mis en difficulté malheureusement, mais on savait dans quoi on venait. Et de ton côté, toi, Adrien, avec la Meute du Sud, vous aviez quoi comme composition d'équipe? Alors nous, on s'est pas plus cassé la tête que ça dans l'optimisation de notre roster de vide. Ça, c'est un truc qu'on fait vraiment, que les joueurs de l'équipe de France feront dans un second temps, en ayant vraiment les deux armées défensives qui vont sur ces scénarios-là en défense. Enfin, voilà. Nous, on a voulu jouer les factions qui étaient fortes sur le moment, les listes qui étaient fortes sur le moment, sachant que comme on était déjà qualifié, on s'est permis quelques tests sur quelques listes. On n'était pas à 100% avec les listes full optimisées qu'on aurait pu sortir si on voulait vraiment gagner. Mais bon, on est quand même venu avec 8 armées complètement compétitives et assez optimisées. Concrètement, on avait 3 listes, on va dire un petit peu passe-partout, qu'on peut se permettre d'envoyer face à n'importe qui sur n'importe quoi. Avec Beast of Chaos, donc une liste Beast of Chaos avec un Crown Spine, donc super fort en ce moment. Elle peut suicider son petit perso, manger un monstre avec sa Crown Spine pour l'avoir niveau 3 dès le T2. Enfin, un truc qui est vraiment passe-partout, qui peut aller sur presque tous les match-ups, presque tous les scénarios et bien s'en sortir. On avait une liste Fire Slayer jouée par Gultars, pareil, qui est très défensif sur certains scénarios avec des objectifs très centraux. On envoyait très souvent en première défense ou en deuxième défense sur ces scénarios-là. Et une liste Caven, un petit peu passe-partout aussi, avec beaucoup d'écrans, beaucoup de PV sur table. Mais avec quelques tests dans sa liste quand même. Donc voilà, on avait ces 3 listes très solides. Et après, voilà, les autres listes, pareil, des trucs très solides, avec pas forcément un build en se disant on veut une armée de tir, on veut une armée de cac, on veut une armée de magie, mais des listes très fortes. Donc on avait une Cities of Sigmar avec 4 dragons et 4 fulminators qui tournent beaucoup depuis quelques mois. La fameuse liste où il y a plus d'unités non Cities of Sigmar que le reste. Parce qu'il y a des Kinarai effectivement aussi. Donc voilà, une liste très solide qui peut scorer très fort sur certains match-ups. Donc là, c'est une liste qui, l'équipe en face, il faut qu'elle sacrifie quelqu'un dessus parce que il y a beaucoup, ça met des 20-0 à beaucoup d'armées ce genre de liste. Donc voilà. Pairing, ça pose beaucoup de soucis. Une classique, un peu de la même idée, Iron Joe, double mot crochat, joué par Arcane. Pareil, une liste très puissante qui, dans beaucoup de match-up, met des 20-0. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure, une liste plutôt sympa. À l'appariement, ça pose beaucoup de problèmes. Ensuite, une petite liste Nighthounds, pareil, très classique, qui ressemble à la tienne, avec des squelettes en moins. Une Scarlet Doom, donc qui met des BM d'impact avec des Blade Geist. Donc moins fort que la mienne. Donc il n'y avait pas de squelette, effectivement.
Voilà, très fort actuellement. Ma liste, sur laquelle je peux parler un tout petit peu plus, donc moi je jouais Nurgle, donc, une faction très très solide. Moi j'étais en full test. Ça faisait longtemps que je jouais plus Nurgle parce que après le nerf des mouches, j'ai fait une petite pause. Donc là, je venais avec une liste avec 9 bêtes de Nurgle et un Mm. GUO. Et J'ai le héros qui s'appelle Horticulux Articulus. Slimux qui buff les bêtes. Une liste qui fait beaucoup d'invocations, qui fait beaucoup de BM à l'impact, beaucoup de BM pendant la phase de combat, beaucoup de maladies. Voilà, c'est pas beaucoup de prise de table, c'est son problème à cette liste. J'étais pas convaincu de la liste avant le tournoi, j'en reparlerai pendant le débrief, ça s'est plutôt bien passé. J'ai des améliorations potentielles sur la liste, mais voilà. Une liste un peu test, mais c'est du Nurgle, ça reste solide. Un peu passe-partout cette liste. C'est pas une liste très défensive, c'est pas une liste très agressive parce que j'ai pas un mouvement très grand. Voilà, c'est un peu passe-partout. Mm. Mais Ouais, voilà, tu me c'est disais que du la Nurgle. différence avec les mouches, c'était que en fait, t'arrivais chez l'adversaire un tour plus tard et que c'était généralement le tour qui faisait la différence. Ouais, en fait, en général, les mouches, enfin, les mouches, avec le move le move pré-game de 8, tu bouges Mm. de 16 en fait. Donc sur tous les scénarios, si le mec s'est pas mis collé à son bord de table, t'es chez lui T1 et tu le bloques Mm. chez lui. Alors que les bêtes, ça bouge de 5 en courant. Donc t'en as quelques-unes qui vont courir à 6. Donc en gros, tu bouges de 11 au Ouais. max. Sachant que ta course et charge sur la bête. Ta course et charge, ouais. Mm. Mais voilà, 11 et 16, ça fait une différence énorme. Donc Ouais. généralement, cette liste, c'est plutôt moi qui laissais l'adversaire jouer en premier, Ouais. s'avancer au milieu, et là, je lui rentrais dedans en espérant un double tour. Ce qui fait que j'arrivais quand même à impacter souvent T1, mais avec moins de monde, et le mec est sur les objectifs. En tout cas, il est au Mm. milieu de table. Alors que les mouches, le mec est chez lui, cloisonné, Ouais. et tu l'enfermes. Donc c'est pas exactement la même idée de liste. Mais potentiellement, il y a plus de dégâts dans cette liste-là. Parce que les mouches, une fois qu'elles sont engagées, elles font plus de BM d'impact. Mm. Elles font un peu de dégâts au corps à corps, mais voilà. Alors que les bêtes, leur avantage, c'est qu'elles retraitent, elles rechargent, elles retraitent, elles rechargent, t'en réinvoques, elles rechargent. Et elles font des BM à chaque fois qu'elles Et retraitent. elles font des BM à chaque fois qu'elles chargent. Ensuite, on avait une liste Soul Blight avec 30 Blood Knight et le Coven Throne, donc une liste super défensive. T'as 3 paquets de Blood Knight, il y en a un que tu mets en plus 2 de save, l'autre que tu mets éthéré. Ça tank à l'infini. T'as un tour où ils sont tous à 4 PV, ward à 5. Enfin, voilà, Mm. c'est un truc. Pareil, ça c'est très défensif. J'avais oublié tout à l'heure dans notre roster, on avait cette liste aussi qui peut encaisser énormément de grosses listes. Genre, t'envoies un Iron Joe là-dedans, il se casse les dents. Il passe pas. Donc voilà, c'est une liste qui peut encaisser des gros match-up aussi. Et voilà, donc en gros, nous, voilà, on avait 8 listes, un peu de tout, des listes hyper agressives, des listes plus défensives, mais globalement, c'est des très bonnes listes qui peuvent aller sur beaucoup de match-up. Et surtout, là où je pense qu'on fait la différence par rapport à d'autres rosters, même si tout le monde aujourd'hui essaye de le faire, l'année dernière, c'était pas trop le cas, c'est qu'on a énormément bossé sur ce qu'on appelle les estimés, c'est-à-dire avant le tournoi, on reçoit la liste de toutes les armées. Et notre capitaine nous demande pour chaque armée en face, pour chaque scénario, de dire à combien on pense, qu'est-ce qu'on pense faire. Mm. Donc comme il y avait 8 équipes, donc, on va dire qu'il y avait 9, enfin ouais. Au début il y avait 9 équipes, donc il y avait 8 autres équipes Au moment où on a avec fait les 8 estimés, armées. il y avait les 9 équipes. Quoi. Il y avait 9 équipes. Donc tu avais 64 armées à estimer sur 12 scénarios. Donc on a dû remplir, je fais le calcul vite fait, 700 petites cases en disant combien on compte faire sur tel scénario contre telle armée. Donc ça prend beaucoup de temps, mais ça permet Oui. ensuite à notre capitaine de pouvoir faire l'appariement. Parce qu'il y a toute une phase très importante en équipe. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du système de tournoi en équipe. On va y revenir après. On va en parler après. On en reparlera après, c'est parfait. Bon voilà, donc notre roster très solide de 8 listes, très méta, très solide, avec effectivement, comme tu l'as dit, nous on a accès, on est des gros joueurs, donc on a beaucoup de figues. Tout le monde a beaucoup de figues, donc on peut s'en prêter entre nous, donc on n'a pas de soucis, on peut spammer comme des porcs les unités qu'on veut. Mm. Donc de ce côté-là, on est bien plus tranquille que effectivement des petites équipes. C'est pas tout le monde 30 qui peut Blood les Knight. Mais On aurait pu en non, avoir mais 90, je pense, mais oui. Ah, parfait. Très bien. C'est voilà. Mais c'est intéressant. Nous aussi, on s'est prêté un peu au jeu de l'estimé. Ouais. Donc, c'était en fait 2 semaines avant le tournoi, Ouais, à les peu listes près, sont ouais. rendues publiques. Et vous savez également les 4 premiers scénarios sur lesquels vous allez jouer, parce que vous avez du coup la première équipe contre qui vous allez jouer. Après, par contre, c'est aléatoire en fonction de si vous gagnez, si vous perdez, parce que c'est une ronde suisse où si vous gagnez, vous montez, entre guillemets, si vous perdez, vous descendez, et après, c'est les perdants jouent contre les perdants, les gagnants jouent contre les gagnants, en fonction de si vous avez mis une grosse tôle ou pas, voilà. Et donc après, ça, vous ne pouvez pas anticiper ça. Donc vous faites les estimés de vos premiers adversaires seulement sur les 4 premiers scénarios. Par contre, après, pour tous les autres, c'est sur tous les scénarios, parce qu'ils peuvent tomber à chaque fois.
Par contre, nous, on donne pas un score précis, c'était un code couleur. Est-ce que c'est terrible? Est-ce que ça va, mais c'est pas terrible? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe très bien? En gros, c'est ça le délire. Après, pour les équipes comme nous qui sommes plus jeunes, on va dire, moins expérimentés, c'est aussi la question de, tu vas pas faire tous les match-up en préparation du tournoi. Alors, vous l'avez pas fait non plus, mais par exemple, pour les très grosses équipes, Mais on a c'est fait ce qui se plus de passe. matchs avant, donc on a Oui, plus data que vous c'est ça. sur notre armée, sur Et comment du elle coup, se. intellectuellement, tu regardes ta liste, tu regardes la liste en face, tu regardes le scénario sur lequel tu peux tomber, donc tu regardes successivement chacun des scénarios, et là tu dis, bon, pas terrible, ou ah, c'est pas mal, ou c'est pas. Et en fait, parfois, il y a des grosses différences entre ce que tu imagines et ce qui se passe, quoi. Mais c'est un exercice super dur, et même pour Mm. nous qui faisons énormément de games, ça reste un exercice super dur. Et c'est pour ça qu'on vient en FTC. C'est pour jouer le plus de matchs possible en équipe, pour préparer les futurs joueurs de l'équipe de France et les aider dans ces appariements qu'ils devront faire pour les championnats du monde. Ouais. Parce que c'est un exercice super dur. On peut pas tester tous les match-ups. Donc il faut réfléchir. Il faut aussi apprendre à réfléchir pour les faire. Il faut se poser les questions. T1, je fais quoi? Est-ce que je peux lui deny sa grande strat? Est-ce que moi je fais la mienne? Combien de temps je peux avoir tous les objets? Combien de temps lui je peux lui empêcher? Enfin voilà, c'est vraiment super dur comme exercice. Et c'est bien que tout le monde commence à s'y mettre, que toutes les équipes, même les petites équipes entre guillemets, commencent à en faire parce que ça permet à toute la communauté d'acquérir de l'expérience là-dessus. Et du coup, au final, tout le monde va être meilleur pour le faire et partager des expériences et même aider l'équipe de France à les faire Ah oui, par potentiellement. contre, c'est extrêmement. Si vous avez envie de vous y jeter un peu et d'y réfléchir, parce que vous pouvez aussi juste ne rien remplir et le jour même, au moment de l'appareillement sur lequel on va revenir, dire à votre coach, bah ça non, ça oui, ça bof. Si vous avez envie de vous y mettre, vous avez accès à toutes les listes et bah, du coup, vous pouvez, en cherchant sur l'application, sur Wikipédia, ce genre de choses, décrypter un peu chacune des listes en face et vous dire, ok, alors comment elle fonctionne cette faction et apprendre en fait déjà avoir un premier aperçu de plein de factions que vous n'avez jamais rencontrées, que vous ne savez pas, dont vous ne savez rien. Et moi, je trouve ça extrêmement formateur et très très C'est clair. intéressant. Ouais. C'est chronophage, mais c'est très formateur. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et comme vous l'avez indiqué, du coup, lors de l'inscription et du déroulement du pré-tournoi, donc ce qui se passe avant, nous avons été informés à peu près donc 2 semaines à l'avance des équipes que nous allions rencontrer sur donc, les premiers matchs, ainsi que du déroulement des scénarios sur les 5 jours. Donc de ce côté-là, nous avons pu, entre guillemets, nous préparer. Donc de notre côté, la préparation, on va pas se mentir, était très limitée, à savoir que la préparation des équipes, on l'a fait 1 heure sur Discord, donc voilà, c'est très court. Et que la préparation... Il fallait expliquer aux membres, nouveaux membres qui étaient introduits à la compétition, comment ça fonctionne le pairing, comment ça fonctionne l'appareillement des matchs, pour pouvoir avoir une estimation à peu près, pour se rendre compte de ce qui allait se passer, quoi. Exactement. Du coup, nous avions pu aussi commencer donc, à nous préparer sur le déroulement des scénarios, à savoir que certains joueurs ont pu, de notre côté, s'estimer à l'avance sur tous les scénarios, d'autres pas du tout, et certains joueurs ne connaissaient même pas les scénarios, donc c'était impossible pour eux de s'estimer dessus. Savoir que, par exemple, notre joueur Scaven, ayant fait 4 parties avant le tournoi, ou 3 parties, dont des parties d'initiation, n'avait pas la moindre idée de à quoi ressemblaient les scénarios. Donc, ce qui était aussi un exercice très intéressant de son côté, notamment pour apprendre le déroulement des scénarios et comment on peut optimiser et jouer certains scénarios. De ce côté-là, je reviens sur le point, du coup, nous avions été prévenus que nous étions qu'une autre équipe et donc que la Meute du Sud, l'équipe d'Adrien, n'avait pas d'adversaire sur son premier tour. Ce qui, dans le déroulé, comme on expliquait, posait à l'époque souci, mais pas souci dans le déroulement du tournoi, mais plus dans le temps personnel de un tournoi, nous payons l'inscription, c'est du temps qui est dédié à ça, et que du coup, venir pour ne pas jouer, c'est toujours un peu pénible. Mais par chance... Oui, parce que les gens peuvent venir de loin pour le tournoi. Ah, tout à fait. Et Nous on avait des Marseillais et des Parisiens. Bon, on aurait joué les uns contre les autres, mais forcément c'est toujours frustrant de faire une partie de moins de tournoi. Ou alors on arrive à midi, mais c'est autre chose. Tout à fait. Donc ce qui fait que par chance, cas Covid sur une équipe, donc on n'était plus que 8 et tout le monde allait pouvoir jouer. Malheureusement, étant prévenu le jeudi
pour le vendredi, je veux dire, ou le jeudi pour le samedi, j'imagine que les personnes qui avaient commencé à faire des estimés sur certains matchs ont dû les revoir car ils n'avaient pas prévu de jouer contre vous. Ce qui peut De toute façon, nous, on avait fait les poser estimés problème. pour toutes les équipes sur tous les scénars, vu que justement, on n'avait pas, comme tu l'as très bien expliqué, notre première équipe qui aurait pu limiter le nombre de scénarios à préparer. Donc, dans l'équipe, on nous a dit la veille qu'on allait affronter cette équipe, mais on avait préparé déjà nos estimés contre cette équipe sur tous les scénars. Remarque, non, parce qu'il y avait les 2 scénars de la ronde 1 qui n'apparaissaient dans Oui, aucun des rondes oui. plus tard. Du coup, on les avait pas préparés. Mais bon, c'est du détail. Tout à fait. Nous, ça de nous a votre pas posé de côté, ça ne problème. posait pas de problème, mais pour l'autre équipe, par contre, ça a dû poser problème, j'imagine. Bah, en soi, non, elle avait dû préparer aussi les pairings pour nous, pour les rounds 2, 3, 4, 5. Donc, à part les deux, enfin, on Oui, était dans tout un à cas. C'est juste qu'ils avaient préparé des pairings pour rien face à leurs premiers adversaires Exactement. qu'ils ont jamais affrontés. Sachant que Exactement. c'est un match que du coup tu prépares plus parce Ils ont dû que tu as préparer 2 semaines beaucoup. d'affrontement. Ouais, ils ont dû préparer beaucoup leur premier tour qu'ils ont finalement pas joué. Moi, moi, je m'étais plutôt déter pour la recherche, donc ce que je disais, des listes, comment ça fonctionne, etc. Je connaissais beaucoup plus le roster de la première équipe qu'on allait affronter parce que du coup tu le travailles vraiment bien que tous les autres que tu fais un peu Oui, de c'est loin. normal. C'est normal. Tout à fait, tout à fait. Donc, à savoir que du coup, le déroulement du tournoi, on va faire ce qu'on appelle des appareillements. Donc, c'est chaque équipe vient à une table, donc la table, on va dire de sa ligne, avec ses joueurs, et on va rentrer dans un système un peu de poker menteur, on va dire, où le responsable, le coach, va en fait mettre Capitaine. exactement le capitaine va mettre en avant des listes, une liste on va dire en défense, ensuite une liste en attaque et ainsi de suite avec un système croisé, des équipes qui sortent, des équipes qui rentrent. Je simplifie un maximum. Sachant que le principe est que vous mettez un défenseur et en face, l'autre équipe vous met 2 attaquants et vous choisissez. Alors non seulement le défenseur choisit sa table, ce qui peut être très important, mais en plus il choisit parmi les 2 match-ups qu'on lui propose qui il veut. Exactement, ce qui permet du coup, si la construction des armées est bien faite et que les joueurs sont confiants, de mettre des joueurs en défense qui vont choisir leur attaquant et des joueurs qu'on met en attaque qui seront exclus du coup du défenseur qu'il ne va pas choisir pour repasser sur une deuxième round, le temps de faire les 4 premiers joueurs et les 4 deuxièmes. Cet exercice est très difficile, notamment en équipe de 8. Nous l'avions fait avec Adrien il y a 1 an et quelques sur un tournoi à 4. Et déjà à 4 c'était compliqué. Aujourd'hui à 8 ça l'était beaucoup plus. À savoir que sur notre première phase de pairing, donc d'appareillement en français, notre coach, notre chef d'équipe, s'est un peu entremêlé les pinceaux et du coup on a pu, grâce au fair play de nos adversaires, refaire certains tirages pour pouvoir partir dans la direction dans laquelle nous le souhaitions. Oui, parce qu'il y a une particularité à la fin des pairings, c'est que, alors moi j'ai pas tout compris, mais En gros, la dernière personne, sur la dernière ronde, on envoie 2 attaquants. Celui qui va pas être choisi. Donc moi, je reçois les 2 cartes que tu m'envoies, j'en choisis un pour jouer contre mon défenseur. Et celui que je refuse là, il va jouer contre celui que toi t'as encore en main. Et du coup, ce qu'on appelle les oubliés, et c'est vrai que c'est une phase un peu particulière et qui est pourtant la plus importante du pairing. Parce que justement, le mec que t'as encore dans ta main, parce qu'on joue avec des cartes en général, c'est pour ça que je parle de main, on joue avec des cartes pour représenter les armées. Yu-Gi-Oh! Hein, mais Ouais. Le mec que t'as encore dans ta main en dernier, c'est ce qu'on appelle l'oublié. Et du coup, c'est super important parce que tu vas être sûr qu'il va être sur le dernier scénario contre le mec que le mec en face va refuser. Donc c'est vraiment, et je l'ai vu parce que donc, moi, celui qui faisait mes pairings, c'était le capitaine de l'équipe de France qui a une expérience exceptionnelle pour faire les pairings. oui, C'est au pour ça niveau que mondial, c'est en grande c'est une partie pour ça référence. qu'il est capitaine, c'est parce que c'est vraiment une référence dans nos pairings, même s'il y a certains qui critiquent ce qu'il fait, mais bon, en tout cas, il a beaucoup d'expérience. C'est presque la phase la plus importante. Justement, la dernière, c'est le mec oublié contre l'autre parce que en fait, tu peux t'assurer 2 match-up si tu gères bien ton affaire. Et effectivement, si tu penses pas, ça se passe à l'envers. C'est le mec en face qui te gère 2 match-up et tu vas voir quoi. Et c'est grave. C'est pas bien, ouais. Et je pense que c'est important, limite, d'en faire des blancs lorsque vous faites une équipe qui n'a pas une version compétitive, mais juste pour voir comment ça fonctionne. Parce que voir la théorie, c'est bien, mais voir comment à la fin ça se goupille, et sachant que c'est vraiment le dernier nœud que vous mettez sur votre
votre appareillement, et du coup, ça peut tout s'écrouler si jamais vous avez Parce mal que, compris, quoi. parce que tu as expliqué techniquement, effectivement, l'appareillement, mais il faut vraiment comprendre, pour ceux qui sont pas forcément habitués au tournoi, que ça rajoute vraiment une dimension au jeu. Parce que le jeu en Ouais. solo, c'est C'est quelque un jeu dans chose, le jeu. tu joues une armée, tu tombes contre une autre armée, mais on le sait tous, pour ceux qui jouent au jeu of Sigmar, bah, parfois il y a des parties que tu as perdu d'avance, quoi. Tu joues contre un mec qui a une armée qui te contre, tu as perdu, quoi. Et là, vraiment, jouer à 8 avec ce système d'appareillement, bah, tu passes une dimension au-dessus. C'est justement, va falloir faire en sorte que ton équipe, qui a 8 armées, l'autre équipe a 8 armées, il y en a plein qui se contre mutuellement, et bah Mm. ça va falloir faire en sorte de mettre celle qui contre, celle qui machin, celle qui truc, pour qu'à la fin, tu gagnes. Alors que Ouais. si on tirait au hasard, bah ça se trouve, tu perdrais, quoi. Si Et on moi, tirait au j'ai hasard les trouvé que match-ups. finalement, ça annihilait beaucoup le côté injuste et peu fun Complètement. d'un match aléatoire qui est désigné aléatoirement dans un Age of Sigmar, parce que en fait, ça lisse beaucoup plus les différences, parce que tu choisis, t'essayes de choisir. Alors certes, parfois il peut y avoir des catastrophes sur les pairings et tu tombes contre Ouais, un mais truc, c'est ta faute. mais c'est la faute de ton C'est capitaine. ça. Et Ça lisse complètement la partie aléatoire c'est du ça. jeu. Mais Tu rajoutes une dimension, quoi. sur un événement de 5 parties, c'est quand même rare de se prendre tous les sacrifices du monde, et donc de passer un très mauvais moment. Il y a toujours des moments où, niveau match-up, tu t'en sors mieux et bah, tu passes une bonne partie, quoi, en fait. Ouais. Et encore une fois, au pire, tu as parlé de sacrifice, c'est un terme très important, parce que parfois au sein de ce système d'appareillement, bah voilà, il y a un mec, on va faire exprès de l'envoyer sur un match-up qu'on sait être négatif, mais juste parce que c'est peut-être lui qui va le moins mal s'en sortir contre l'armée en face. Mm. Peut-être juste, comme on sait qu'il va se prendre un 20-0, mais cette armée-là aurait mis 20-0 à nos 3 autres armées qui, elles, peuvent mettre des gros scores à ce qui reste. Ouais. Donc, bah voilà, on le sacrifie. Tu as utilisé le terme générique qu'on utilise tous. Et c'est la vie. Il faut savoir en équipe dire que de temps en temps, tu vas te prendre un cul, mais que ça va, on appelle ça Et il va libérer vous la payer une matrice. bière C'est-à-dire après et ça se passera très bien. voilà, c'est-à-dire que on te sacrifie parce que ça va permettre à deux de tes potes d'avoir un match-up positif. Donc au Mm. global, bah, pour l'équipe, c'est mieux, Sachant quoi. que vous pouvez réfléchir comme ça en disant ça nous permet de gagner plus de points sur d'autres. Ça peut aussi, nous on avait une consigne d'appareillement avec notre coach qui était différente. C'était pas de marquer le plus de points possible, c'était juste d'avoir le plus possible de joueurs qui ont un bon match-up, ou au moins qu'il y ait une partie qui se joue, quoi, en gros. Donc ça Mhm. dépend aussi, vous pouvez adapter votre pairing en fonction de ce que vous voulez comme philosophie. Oui. Exactement. Et du coup, à savoir, vu qu'on parle de points, que actuellement, dans le fonctionnement, on va dire, du déroulement des tournois, le maximum de points qu'une équipe peut marquer, c'est 120. Légalement, Oui, pas légalement, mais on peut monter jusqu'à réglementairement. voilà, on peut monter jusqu'à 160 points, mais une équipe n'a pas besoin de marquer ces 160 points pour faire le plus de points possible. Et du coup, pour rendre équilibré ce système de match à 8, c'est 120 points le plus qu'on peut marquer. Du coup, donc comme expliqué Adrien, vaut mieux des fois perdre 20 points, donc marquer 0, pour que deux joueurs marquent eux plus de 15, 16, 17, 18, voire 20, ce qui Hmm. peut permettre en effet d'avoir deux joueurs qui marquent 0, mais d'en avoir 6 qui marquent leurs 20 points, et du C'est coup ça. d'arriver à cette barre Un échange symbolique des positif, finalement. 120 points. Exactement. Hmm. Donc pour revenir au déroulement du tournoi en équipe, nous, de notre côté, nous avons affronté sur le premier round les Fistobers. Hmm. Donc les Fistobers, à savoir, ils étaient venus pour jouer la gagne, on va dire, une équipe compétitive. Et sur le déroulement du pairing, comme je vous disais, première partie de ce côté-là avec notre équipe, nous sommes partis sur... Voilà, on avait fait des estimés, on n'était pas très clair de ce côté-là. Le déroulement des oubliés nous a mis un peu, on va dire, dans le mal, négatif, mais en discutant avec le coach d'en face, on a réussi à s'arranger et du coup à corriger le système parce qu'on pensait que notre joueur irait ici, finalement il est allé là-bas et on s'était pas compris. Ce qui est Donc, déjà un bon point, parce que c'est une équipe compétitive en face, et pourtant ils acceptent qu'on revienne là-dessus. C'est assez fair play de leur part. exactement, et c'est quelque chose que moi en tout cas de mon côté je vais revenir beaucoup tout au long, c'est que malgré le fait qu'on affronte des joueurs qui ont une vocation compétitive, le dialogue étant ouvert, on arrive souvent à trouver, on va dire, des arrangements, voilà, un certain équilibre de ce côté-là, et Mm. pas, on est assez loin de Et l'image de la personne qui est butée en disant non, la règle c'est ça, et on n'en démord pas. c'est ça.
Sachant que donc c'est dans des joueurs compétitifs sur un tournoi qui est qualificatif, dans une région où il y a beaucoup de grosses équipes, ou en tout cas une certaine densité d'équipes qui ont une vocation compétitive. Donc c'était pas un tournoi à la cool, quoi. Et pourtant, ça s'est très bien passé et tout le monde pourra le dire. Les gens très sympas, ça c'est un très bon moment et des parties qui se passent globalement extrêmement bien. Tout à fait. Donc pour revenir à notre premier match donc contre les Feastover, j'ai donc le résultat sous les yeux. Nous allons marquer du coup 54 points contre 106 de leur part. C'est une défaite assez sévère. Ce qui nous fait une défaite en effet prononcée. Sur le déroulé des résultats, nous avons, à savoir que la défaite entre guillemets la plus basse qu'on peut avoir, c'est 40, parce que du coup ça nous fait Oui. 120. Donc 120, c'est ce qu'on appelle le capping en anglais, qui fait qu'on ne peut pas dépasser. Du coup, pareil, on ne peut pas dépasser dans l'autre sens. Et le but d'une équipe comme la nôtre, c'est de ne jamais arriver à ces 40 points, parce que si on arrive sur les 5 matchs à aucun à ne jamais se faire caper, nous ne finirons techniquement jamais dernier. Voilà. Donc là, j'ai le résultat sous les yeux. Du coup, 54 points de notre côté marqués. Je vois que Victor, du coup, toi, tu as fait un 10-10 face à un match-up Miroir Night Taunt. C'est ça, j'ai été envoyé assez vite en défense. Tout à fait. Notre joueur Ogre a joué contre un joueur Sublight. Il a fait un 8-12. Donc pour le moment, c'est assez serré au niveau des résultats. Moi de mon côté j'étais face à un joueur Skaven, malheureusement j'ai marqué 0 points, j'ai pris 20-0. Notre joueur Daughter of Cain a fait un 3-17 face à un joueur Sylvanet, donc pareil une grosse défaite. Notre joueur Big Wag va faire un 7-13 face à un Luminette, du coup au final pas une si grosse défaite que ça. Notre joueur Nurgle va faire un 8-12 face à un joueur Fire Slayer d'en face qui pareil est une petite défaite. Notre joueur Skaven qui a très peu d'expérience du coup va faire contre un Cinch va faire un 8-12 donc une petite défaite et notre joueur Son of Behemoth va faire un 10-10 face au joueur Stormcast de l'équipe d'en face. Ce qui fait que dans le déroulé global du premier match, nous avons 2 égalités, 1, 2, 3, 4 petites défaites et 2 grosses défaites. Ce qui nous coûte au final beaucoup de points, ce sont du coup ces 2 grosses défaites parce que malheureusement, les petites défaites nous permettent de descendre légèrement, mais voilà, on va dire entre guillemets, limiter la casse un maximum. Et du coup, c'est un sentiment assez bizarre parce que la défaite est très prononcée quand même, et pourtant, la plupart des joueurs de notre équipe ont passé une bonne partie parce que finalement, ils ne sont pas fait exploser, quoi. Tout à fait, parce que sur le déroulé, comme je vous disais, à part 2 joueurs avec une grosse défaite, les restes, on n'était pas loin d'un match nul. Quand on discute avec les joueurs, ça se fait sur des petits faits de jeu. Une init ratée d'un côté, un peeling trop prononcé d'un côté qui fait qu'un adversaire peut se redéployer sur un objectif. Voilà, des petits faits de jeu qui rendent des parties, on va dire, agréables. Malgré une équipe compétitive, si on enlève les 2 grosses défaites, nous avons réussi, on va dire, une partie plutôt équilibrée de ce côté-là. Moi, de mon côté, je vais vous parler rapidement de ma partie, vu que je l'ai joué. J'étais face à un adversaire Skaven. Skaven, surtout porté sur le tir, avec 8 Stormfiend et beaucoup d'unités de tir à moyenne et courte portée. De mon côté, j'avais du coup une grosse liste Stormcast de tir avec 12 long strike et 10 judicateurs pour faire simple dans la liste. Dans l'appareillement, j'étais tombé contre ce joueur en me disant, ayant moins de pauses, autant de pauses que lui, sur un jet de dés, si je gagne l'initiative, je vais pouvoir du coup prendre le toss, tout tirer sur la grosse Death Star qui était Stormfiend de mon adversaire. Statistiquement, je dois les tomber. En perdant du coup 680 points, sa liste va s'alléger. La vie c'est un peu différent. Tout à fait, mais sur le papier c'était l'idée. Sa liste va s'alléger et du coup je vais pouvoir tanker son tour à lui et si je gagne l'init au T2, finir la partie. Malheureusement, je vais faire que 8 dégâts avec 1600 points de tir et voilà. Le plan n'a pas fonctionné. Et malheureusement, c'est excellent résumé de la partie. Exactement. Et malheureusement, je ne vais pas gagner l'initiative du T1 au tour 2 pour essayer de, on va dire, réappliquer mes dégâts, sachant que vu qu'au tour 1, avec 100% de mon armée, j'ai fait très peu de dégâts, au tour 2, si je gagne l'initiative, j'avais moins d'armée.
j'étais censé faire moins de dégâts, mais bon, peut-être ça pouvait rigoler. Malheureusement, je vais rater le toss et bah, la partie s'est arrêtée là. J'ai joué mes 5 tours dans l'idée de marquer un maximum de points pour mon équipe, d'essayer d'utiliser toutes les cartes que j'avais en main pour pouvoir scorer un maximum de points. Mais à partir de mon tour 1, juste à la fin de mes 20 premières minutes que j'ai joué, je savais que la partie était perdue car n'ayant pas fait les dégâts que je souhaitais, que je devais faire euh, sur ce tour-là, et ben le match était à sens unique, il n'y avait plus rien Mhm. à faire. Et c'est le problème un peu des listes tir, c'est tu as un DPS à fournir, sinon l'autre a la présence sur table et potentiellement l'impact qui peut te faire très très mal et tu t'essouffles très très vite, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand j'ai construit ma liste, pour faire simple, l'idée c'était de pouvoir abattre en un tour une force importante de mon adversaire, un héros qui fait 700 1000 points, ou alors une grosse Death Star, quelque chose comme ça. Et sur le déroulé, quand je ne peux pas le faire, pour X raisons, eh ben, je vais perdre. Et vous le verrez sur le déroulement. De ton côté, toi Victor, donc, tu avais été envoyé en défense pour Oui, très vite. Donc, nullifier le Night Hunt adverse, c'est car ça. dans notre liste à nous, nous en Alors non, avions. moi j'étais envoyé en défense parce que j'étais sur Price of Galley, donc le scénario a 5 objectifs, mais il n'y en a qu'un qui s'active à chaque tour. Parce qu'on ne savait pas trop qui envoyer, il y avait des grosses menaces en face, et on m'a demandé de partir en défense, ce que j'ai fait. Et en fait, apparemment les gens n'aiment pas beaucoup Nighthaunt ou jouer contre Nighthaunt. Ils n'aiment pas beaucoup payer beaucoup, très cher pour de la pénétration d'armure et ne pas pouvoir s'en servir. Et donc ils m'ont envoyé, alors leur liste luminette, 70 archers je pense qui m'auraient explosé, donc je n'avais pas très envie, et leur joueur Nighthaunt. Ce que j'ai pris du coup. Donc c'est plus eux qui m'ont vraiment essayé de me soutirer à leur matrice de pairing. Voilà, c'est sur ça que je voulais revenir, c'est que grâce à ce système d'attaquant-défenseur, Victor étant en défense, il a pu choisir son match entre deux Mm. cartes. L'avantage, on se dit, c'est que le défenseur choisit contre qui il joue. Donc là, il avait Luminette et Nighthaunt. Mais Oui. l'adversaire, quand il met ses cartes dans la main de Victor, il sait très bien que jamais Victor va prendre le Luminette, Oui. à moins que notre équipe fasse le choix de sortir la liste Luminette parce que cette liste contre toute notre armée, toutes nos armées, et du coup, bah, on peut faire ce choix-là de le sortir. Et c'est ce qui C'est va ça. se passer sur d'autres apaiремents. Oui. Mais Je là, l'expliquerai plus tard. égoïstement et naïvement, parce que je ne réfléchis pas aussi loin, je me suis dit que j'avais envie de passer une bonne partie, donc j'ai pris le Nighthaunt, sachant que j'étais assez confiant dans le match-up. Alors tous les deux en Nighthaunt, on joue dans la faction des Bloodghast, la Scarlet Doom. Et donc moi j'ai 50 Bloodghast mais en petites unités de 10, en multiple small unit comme on dit, pour faire plus d'effets à la charge, pour baisser la sauvegarde adverse, qui a été très efficace tout au long du tournoi. J'ai 2 petites unités de squelettes en allié qui me permettent de faire des cordons, parce que je suis assez critique envers les chaînes rasp en tant que cordon, parce que je trouve ça paye très cher pour, dans tous les cas, se faire exploser à la moindre chose qui nous tape. Et donc j'ai préféré gagner 60 points sur ma liste d'armée et prendre des squelettes, et j'en suis tombé amoureux, vraiment, je recommande. Mm. Et après, j'avais une unité de 5 express, donc les cavaliers qui permettent de se projeter, piquer des objectifs, faire un cordon en plus, ce genre de choses. Très bonne unité, toujours à voir. Et 3 unités de spiritos pour protéger mes héros. Sachant que j'avais le BABA, le sorcier, le héros qui donne moins 1 dégâts, et les 2 héros qui font rip-up à la fin de la phase de combat. Et particularité de ma liste, j'avais le Purple Sun of Shaiish, qui est un sort persistant, qui donne moins 1 en save à 6 pouces, et qui, si vous avez de la chance, à un pouce très courte portée, sur un 1, peut faire beaucoup de dégâts. Donc lui, contre lui, sa liste et en fait, j'étais assez confiant face à sa liste. Il avait quand même quelques contres. Déjà, il avait des Banshees qui me faisaient un problème sur mon Purple Sun, parce que les Banshees sont encore, malgré leur nerf, toujours efficaces pour dispel les spells qui bougent, les prédateurs. Mais à côté de ça, alors j'avais un peu peur, il avait un pack de 10 Aridan qui sont des unités de saturation très importantes. Mais là, comme elles n'étaient pas dans leur sous-faction, en fait, elles ne gagnaient pas le mot-clé Galician, et donc du coup ne tapaient pas sur 2 rangs, donc c'était quand même pas si facile que ça de les exploiter. Et il avait une unité de 20 Blade Gaze qui peut être très bien, mais contre moi c'est pas très utile. Et il avait surtout son
héros, qui était l'exécutionneur, qui avait le trait de commandement que moi je trouve très sympa, très drôle, qui est la haine des vivants, qui fait qu'il reroll, touche et blesse contre tout ce qui n'est pas de la mort. Sauf que contre moi, ça ne sert absolument à rien. Du coup, j'étais plutôt confiant dans le match-up. Il avait moins de poses que moi, donc il avait plus de latitude en termes de choix d'activer les objectifs ou pas. Mais je pensais avoir ce qu'il fallait pour remonter. Et en fait, au début, je suis tombé dans le piège de mettre trop d'unités Nighthaunt en FEP sur le côté pour les faire arriver n'importe où sur le champ de bataille. Et j'en ai beaucoup discuté du coup avec cet adversaire-là qui m'a fait beaucoup apprendre sur Nighthaunt. C'est vraiment l'un des aspects incroyables du tournoi, c'est vraiment vous échangez avec plein de joueurs, quoi. Donc vous confrontez votre idée de votre armée et du match à plein de visions et ça vous fait progresser en fait. Et au final, donc je pars assez mal, mais je sors les rames et j'arrive à finir à un 10-10 qui nous allait très bien tous les deux. Super match, super adversaire. Et vraiment, je me sentais vraiment grandi en sortant de ce match, quoi. Top, top, top. Très bien. Et ton côté Et en plus, je alors, n'ai pas perdu, donc je n'ai pas en plus. handicapé mon équipe dans l'idée. Oui, moi je me suis même pas posé la question. Non, mais t'as toujours l'idée de dire, bah si je fais n'importe quoi, c'est pas cool pour les copains, quoi. Tout à fait. Ouais, mais à l'inverse, ça te booste. C'est ça qui est Oui. fou. C'est que comme tu l'as dit, Quentin, tu lâches rien. Ah oui, Même oui. si Ouais. moi en solo, il y a plein de joueurs, ils sont pareils, ils lâchent rien en solo non plus. Mais on le sait, souvent les joueurs arrêtent vite, tour 3, tour 4, tour 5, alors que là non, tu vas jusqu'au bout quoi. Ouais. C'est ça qui est Chaque chouette. point est important. C'est ça. Et ton côté du coup, Adrien? Alors moi de mon Qu'est-ce que ça a côté, donné, donc vous notre équipe jouait contre l'équipe Lord of the Dice, donc une équipe de la région lyonnaise d'ailleurs avec la plupart des joueurs qu'on connaît très bien. Très grosse Akta, équipe. Mortou, voilà, ce genre de joueurs qu'on connaît bien. Paris-Tazi avec les Nighthaunt magnifiques qu'on a vu au Kumité. Donc une grosse équipe qu'on connaît bien. On sort du pairing relativement content. En gros, on a 2 joueurs sacrifiés. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on arrive d'une part à les sacrifier sur des grosses listes et en plus sur les joueurs qu'on estime être les meilleurs de leur équipe. Parce que mine de rien, quand on fait les pairings, il faut parler beaucoup de l'armée, mais quand on connaît les joueurs en face, ça a aussi un élément à prendre en compte. Il se trouve que là, il y a 2 très gros joueurs chez eux. Voilà, on savait que leur envoyer du sacrifice, ça serait bien, parce que dans tous les cas, ils feraient une grosse game, donc autant leur envoyer sur des match-ups on pense être bien pour eux, comme ça, voilà, c'est tout d'un coup, quoi. Donc voilà, on a notre joueur Iron Joe qui part sur un STD, donc c'est l'ancien BT avec 2x6 Varant de garde en sauvegarde à 2, ignore Rennes-12, relance Relance D1. D1. Donc quand t'es Iron Joe, t'aimes pas ça. Et on a Aniki, notre joueur Stormcast, notre joueur City of Sigmar avec les 4 dragons et 4 fulmis qui part sur la Séraphon de Acta, qui est, s'il regarde la vidéo, je le salue, un énorme joueur Séraphon, de la bouche de beaucoup de joueurs, sûrement le meilleur joueur Séraphon français, Oui. avec une très grosse liste, un peu originale parce qu'il jouait un Dread Sorian, la figurine avec un socle littéralement comme ça, qu'il a lui-même designé et imprimé en 3D, donc la figurine est juste magnifique. Très très joli, effectivement. Très 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 joli comme le reste de son armée. Alors le match-up c'est pas forcément un sacrifice parce qu'on savait pas trop ce que ça allait donner, mais on savait que ça puait un peu du cul pour Aniki qui allait dessus. Mais voilà, nos 2 joueurs arrivent à gratter 6 points et 3 points dans leur match-up négatif où ils étaient sacrifiés, donc mine de rien on est quand même très content. Et le reste des match-up on était positif ou même très content de notre round. Donc on a juste on avait un miroir de Nighthaunt qui s'est bien passé, on gagne 12-8. Il y en a Et plein. les autres parties, des miroirs il y a eu énormément de miroirs de Nighthaunt, c'est fou. Ouais. Je crois que les Nighthaunt ils s'attirent. Mais c'est Et le vraiment reste, les enfants pauvres, c'est aller jouer ensemble et ouais, c'est ça. vous Personne emmerdez vous pas. aime, allez vous battre les uns contre Ouais. les Vous autres. voulez pas de rend, eh ben, très bien, vous resterez ensemble. C'est ça. Et le reste des matchs s'est bien passé. On finit la ronde avec 104 points. Donc un tout petit peu moins bien que ce que votre équipe vous a mis. Mais on s'en sort plutôt. Voilà, on était très contents. Je crois que en cumulant nos estimés, donc en gros à la fin du pairing, ce que fait notre capitaine, c'est qu'il additionne nos estimés de chaque joueur sur chaque armée, etc. Je crois qu'on était à 90. Donc on arrive à faire 104. Donc on était relativement au-dessus de ce qu'on avait prévu. Alors on peut dire qu'on avait peut-être sous-estimé nos estimés ou qu'on a peut-être mieux joué que prévu. Enfin, on peut pas savoir, c'est un mélange de tout. On a eu plus de chats aussi, hein, ça joue. Oui. Mais voilà, on est très content. Alors moi personnellement, j'ai été envoyé, enfin non, si, j'ai été envoyé en défense sur le scénario à victoire automatique, donc les êtres du dessous. Et justement, il s'est passé pendant l'appariement le truc dont on parlait, qui est très important avec l'oublié. Donc en gros, on savait que notre oublié, ça allait être Andrea et ses Fire Slayer. Et il nous restait à jouer contre Skaven et Géant. Donc,
Son of Behemoth, et tous les deux on était relativement confiants dans les deux match-up. On a vraiment pris 5 minutes pour réfléchir à alors attends, moi sur ce scénario-là, est-ce que vraiment je peux assurer ce que moi j'ai dit comme estimé? Est-ce que toi sur l'autre scénario, enfin voilà, vraiment on a pris le temps parce qu'on savait, si je prenais le Skaven, je savais que lui prenait le Behemoth, et inversement, si je prenais le Son of Behemoth, je savais que lui allait prendre le Skaven sur l'autre scénario. Donc avec notre capitaine, on a bien pris notre temps de réfléchir parce que nos estimés étaient similaires. Mais voilà, on a réfléchi à vraiment, est-ce que tu es sûr de ton estimé? Est-ce que sur ce scénario-là, est-ce que toi tu assures ton 15? Parce que moi, mon 15, il est Oui, peut-être c'est le moment pas. Voilà. de rechecker ce qui se Ouais. passe. Donc là, on a bien pris notre temps. Finalement, moi, je prends le Skaven sur le scénario à Victor Otto et lui prend le Son of Behemoth. Remarque, non, je confonds avec une autre ronde. Bref, je joue contre un Skaven parce qu'il a pas joué contre un Son of Behemoth, donc je dois confondre avec une autre ronde. Donc moi, je prends le Skaven sur le tour, le scénario à Victor Otto. Ce qui est très marrant, c'est que je joue contre un joueur que je connais, qui vient de temps en temps à notre club d'ailleurs, qui a une imprimante 3D et qui a imprimé la plupart des bêtes qu'il y a dans mon armée. Donc c'est assez drôle. Il a pu taper sur ses créations. Euh, et globalement, je joue contre ton adversaire, alors qui pourtant est un très bon joueur, mais je pense qu'il a peu joué sur le nouveau manuel, et notamment sur ce scénario-là, parce qu'il ne le connaissait pas bien. C'est un scénario très particulier. Pourtant, on l'a bien expliqué au début, mais il y a un ou deux petits détails qu'il a oublié pendant la partie. Et il a sous-estimé mon armée. C'est vrai que tout le monde connaît Nurgle, mais les bêtes de Nurgle, c'est un peu sous-estimé. Donc en gros, tour 1, il me met ses 6 Stormfiend devant mon armée, il tire dans mes persos support, ce qui n'était pas une mauvaise idée, mais il se retrouve avec sa grosse force de frappe. Comme tu l'as dit, Quentin, c'est la même chose que toi, 680 points de son armée, qui est presque le cœur de son armée, à portée de toutes mes menaces, quoi. Donc sur mon T1, je lui ai satellisé. Et derrière, c'était presque fini. C'est juste qu'il avait beaucoup d'écrans, il avait des Raogor qui respawn, etc. C'était chiant, donc j'ai mis du temps à gagner. Parce que donc c'est un scénario où si on avait 3 objectifs, on a gagné. Donc j'arrive à l'avoir au tour 4, ce qui fait un 18-2. Je pensais pas du tout gagner 18-2, je m'étais estimé à 12 pour tout vous dire. Je pensais gagner soit round 5, soit parce que j'ai plus de battle tactique que lui. Mm. Et voilà, mais il m'a donné ses 6 Stormfiend au tour 1, donc c'était fini, quoi. Mm. Donc voilà, une très bonne round pour nous, même si on n'a pas capé, hein, mais on s'attendait pas à caper, c'est une très grosse équipe. On fait 104 et voilà, très content. Eh ben, parfait, parfait. Mm. Ce qui nous fait finir du coup la matinée pour le déroulé du samedi. L'avantage du tournoi en fait organisé par les Malmouleux, notamment là cette année, ce tournoi-là c'était aussi en partenariat pour le Téléthon, donc il y avait pas mal d'activités mises en place autour, notamment une tombola, des choses comme ça, pas mal de personnes qui venaient parce que dans la salle d'à côté il y avait aussi d'autres événements organisés par la mairie pour le Téléthon. Mais surtout, ce qui était très intéressant quand les Malmouleux organisent un tournoi, c'est qu'ils sont une association très dynamique et qui propose beaucoup de choses. Donc nous avions buvette, la buvette vous pouviez acheter à manger, acheter à boire. Voilà, il y avait énormément de choses avec et ça c'est quelque chose qui est très important pour eux et que je tenais à mettre en lumière aussi, c'est que l'organisation de ce côté-là est toujours très carrée, encadrée et nous proposait notamment le repas le midi, le soir et le midi, le lendemain. Cette fois-ci, ce n'était pas compris dans le prix, des fois c'est compris dans le prix, c'était en achat à côté, mais c'était pour le déroulé, pour le téléthon, toutes ces choses-là. Passé du coup la pause de midi, on réattaque donc pour le deuxième pairing. Donc de notre côté, nous allons affronter l'équipe WCPD. Oui. C'est ça, exactement. Donc en continuant dans le tournoi, donc vu qu'on avait perdu, à savoir que l'organisation se fait sur une rente suisse. Donc une fois le premier match fait, quand vous gagnez, vous montez dans le classement. Quand vous descendez, quand vous perdez, vous descendez. Et en fait, vous allez être aligné à une équipe qui est proche de votre résultat. Donc si jamais vous gagnez 120 points sur le premier match, vous avez normalement des chances d'aller affronter une équipe qui a 120 points ou le plus proche. Si la deuxième équipe fait 106 et ainsi de suite. Donc voilà. Nous, on avait 54 Nous points. avons eu une défaite assez sévère. Nous avons affronté quelqu'un qui a eu également une défaite assez sévère. Exactement. Je n'ai pas les points de nos adversaires, mais en tout cas, on devait être proche Comme vous. à ce niveau-là. 56. Et ben voilà. 50, vous avez fait exactement. Non, 54. Vous avez fait exactement la même. Donc on était très proche. Mémoire. Ce qui est très intéressant de ce côté-là, c'est qu'on a, après le débrief de notre première partie contre une équipe plus compétitive que nous, on a quand même fait du coup beaucoup de résultats proches du nul, donc on était un peu en confiance dans l'idée de se dire que là on va jouer contre une équipe qui a perdu, donc potentiellement qui est de notre niveau,
et Ouais. on était très motivés à marquer un maximum de points. Ce round-là va beaucoup mieux se passer pour nous car nous allons marquer. Aussi à dire avant ça, c'est que ça fait aussi du bien mentalement de se dire: «Je vais pas non plus me re» si vous tombez contre une équipe très, très compétitive, bien plus forte que vous au premier round, normalement vous n'allez pas enchaîner avec une deuxième équipe tout aussi forte et ça fait un peu de bien quand même Tout de à se fait, dire oui. ça, de Tout à ça va fait. pas s'enchaîner comme ça, Après, quoi. c'est un risque dans le sens où si jamais vous êtes une bonne équipe, que vous affrontez une équipe très faible, entre guillemets, parce que les gens se sont pas préparés, viennent Ils sont là pour le juste plaisir. pour le plaisir, et que vous mettez un gros score, potentiellement vous avez plus de chances de tomber contre une grosse équipe, et peut-être cela peut réduire votre expérience de jeu, mais dans tous les cas, c'est voilà, c'est la vie, on peut rien y faire. De toute façon, vous allez en croiser pendant le tournoi. C'est aussi pour ça qu'on vient. Exactement. Donc de ce côté-là, nous avons fait 127 points, donc nous allons faire notre premier capping, qui sera le seul du tournoi de notre côté. Notre capping. On était très contents suite au match parce qu'on s'attendait vraiment pas à faire les 127 points, donc les 100 points, 120 points nécessaires pour le capping. Pareil, le déroulé du pegging s'est plutôt bien déroulé. Cette fois-ci, on n'a pas eu Ouais. d'oubli. Non. Chaque joueur était impliqué dans le déroulement parce que sur le premier round, le premier match, beaucoup de joueurs étant inexpérimentés n'avaient pas très bien compris le fonctionnement. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus simple. Les scénarios aussi ont été peut-être plus accessibles pour nos joueurs et ça s'est beaucoup mieux déroulé. De ce côté-là, donc nous avions notre joueur Ogor qui a affronté un Stormcast qui a fait 12-8, donc une petite victoire. Notre joueur Skaven, qui est du coup débutant, a affronté une liste Fire Slayer, il a mis un 18-2. Très belle victoire de ce côté-là. Ton côté, toi tu as affronté toi tu as affronté un Sylvanet joué à 14-6, donc je pourrais nous en parler après. Notre joueur Big Wack 19-1 sur un Skaven, à savoir que petite entre guillemets petite cloche que je vais mettre à ce niveau-là, nous pensions que le joueur lors de l'appareillement Skaven jouait des Stormfiends de tir comme la majorité des gens qui jouent Skaven, mais en fait sa liste était composée de Skaven de corps à corps. Ce qui fait que quand nous avons fait l'appareillement pour notre joueur Big Wag, c'était pas un sacrifice, mais en gros il partait pas très confiant dans le sens où il allait subir beaucoup de tirs. Alors qu'en fait c'était parfait pour lui. C'était parfait pour lui, exactement. Donc là les planètes se sont alignées. Notre joueur Nurgle a fait un 19-1 contre un Luminette, full tir aussi. Notre joueur Dog va faire un 7-13 face à un Nighthaunt, petite défaite. De mon côté, je vais faire un 20-0 face à un Iron Joe, et j'étais vraiment loin d'être confiant face à un double mot crochat full cochon. Et notre joueur Son of Behemoth va faire un 18-2 face à un Korn. Pareil, là, lors de l'appareillement, c'était un match-up à risque sur le principe où Korn possédant Scarbrand et une double activation, il savait qu'il pouvait perdre un géant, voire peut-être plus selon l'orientation, mais suite à une erreur de jeu, entre guillemets, ça s'est bien passé de son côté. Oui. Si, avant de commencer, déjà, je voudrais dire, il y a deux choses que j'aimerais dire. Déjà, j'aimerais saluer notre capitaine, qui donc a eu la seule défaite de cette round, et on s'est rendu compte le soir même que, alors, il a choisi de jouer Doc, mais c'était la 2 ou 3e fois qu'il jouait Doc seulement parce qu'il avait eu un coup de cœur pour l'armée, et c'est important quand même de lire son War Scroll avant de venir en tournoi, de connaître vos unités, parce que par exemple, il jouait des serpents de corps à corps, qui ont la particularité de faire des BM après avoir tapé, et de toute la journée, il n'a jamais utilisé cette capacité. Ouais, alors que c'est un peu fort. Alors, c'est la grosse partie de la létalité de cette unité. Donc voilà, ça peut expliquer aussi sa petite défaite. Exactement. Et la deuxième, c'est que en fait, c'est un peu un rebond sur la liste que Skaven, que en fait on a l'habitude de voir en tir, etc. C'est facile d'avoir accès maintenant avec Internet, Twitch, etc., les communautés Reddit, à des listes optimisées sur Age of Sigmar, d'avoir quelqu'un qui vous construit la liste pour vous, vous prenez une liste qui est déjà construite, qui performe bien. Ça ne veut pas dire pour autant que le joueur derrière a les capacités de la manier aussi bien que n'importe qui. Et par exemple, le joueur Iron Joe que Quentin affronte, moi je vais affronter un joueur Iron Joe qui a exactement la même liste le lendemain dans 2 games.
Et clairement, c'est pas le même, la partie n'est pas du tout la même, quoi, en fait. Il y a aussi la maîtrise de l'armée d'en face qui compte, et autant en voyant sur les appareillements, vous pouvez être un peu intimidé par les listes qui vous sont proposées en face, autant aussi il faut se dire que la personne qui les manie, ça reste un être humain qui peut faire des erreurs également, et en tirer parti, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'expérience d'une liste et la manière dont elle la joue sont deux facteurs différents. Des bonnes listes peuvent faire des bons résultats, mais des mauvais joueurs font souvent des résultats moins bons. Mais bon, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme tout. Donc de mon côté, comme je vous disais, j'ai affronté un joueur Big Way, Aaron Joe, donc 2 mots crochat full cochon. Lors de l'appareillement, je me pose la question, est-ce que je suis capable de tuer une mot crochat entre guillemets chaque tour et d'encaisser finalement la létalité que peut avoir l'armée sur ma pauvre personne. Euh, voilà. Suite à Pauvre petit ça, Stormcast. exactement. Suite à ça, je me déploie pour faire simple dans un angle, vraiment en bulle, mode château, full château. Je laisse l'initiative à mon adversaire, à savoir que l'orientation des décors et la manière dont mon adversaire s'est déployé, dans ma tête, je me suis dit qu'il allait avoir du mal à projeter ses cochons, car il avait écranté en fait ses packs de cochons avec un orque noir, avec un pack de 5 orques noirs devant et son War Chanter. Et dans le déploiement, je me suis dit, les 2 mots crochats vont avoir du mal à passer, les cochons vont avoir du mal à passer. Donc au lieu de prendre le tour 1 et d'essayer de tuer quelque chose, je lui laisse le tour. Suite à ça, il va commencer à se déplacer avec son Mighty Destroyer. Et on va dire dans la précipitation et sûrement l'excitation du tournoi, le joueur commence à faire Mighty Destroyer et son déplacement. Déplacer directement de 18 ses cochons, de déplacer sa Mokrocha tout de suite. Du coup, en reprenant... C'est pas exactement pareil, hein. Non, ce C'est qui pas va... comme ça que ça marche. Exactement, ce qui va en effet poser souci, parce que si on applique en effet le Mighty Destroyer et le déplacement, vous vous libérez de l'espace, et du coup, en arrêtant le jeu et en discutant avec lui pour bien qu'il fasse le séquencement correct de ses unités, et en fait, il va se retrouver bloqué parce qu'il va avancer un pack de cochons qui doit contourner une unité. Euh, et là, finalement, il veut avancer sa Mokrocha, mais il n'y a pas la place de mettre le socle, donc il peut pas l'avancer. Donc il se retrouve à Mighty Destroyer, un War Chanter, et à Mighty Destroyer, un autre pack de cochons, mais qui est derrière une unité de ligne, du coup, pareil, très compliqué. Mighty Destroyer étant la capacité à Ranjo de faire bouger une unité en face de héros, sachant que les Mokrocha peuvent donner cet ordre à 3 unités pour un point de commandement. Exactement. Et ce qui fait que suite à cette phase de héros, je lui ai laissé aussi le tour 1, à savoir qu'il n'avait pas de magicien dans son roster, dans son équipe, et que moi, dans son armée, et moi ayant une reine -2 sur mes longs strikes, j'ai toujours peur que l'adversaire mette son bouclier mystique sur sa Mokrocha, heure de gloire, et du coup je tire sans reine. Là je sais qu'il n'avait pas de magicien, du coup pas de bouclier mystique. Du coup, voilà, donc il fait son micmac, il se bloque un peu, et en phase de mouvement, en fait, il va avancer ses unités, et finalement, la seule unité qui est éligible avec tous les décors, le fait qu'ils soient un peu bloqués, c'est un pack de 6 cochons, il a une charge à 8, il lance sa charge, il la rate, il la relance, il la rate. Moi, je suis très heureux. Catastrophe. Pour son plan de jeu à lui, oui, mais d'un côté, il serait rentré dans mon écran, qu'il aurait satellisé, et c'est vrai que ça aurait pu me poser problème d'avoir 6 cochons dans mon château, mais je l'avais prévu, entre guillemets, j'avais écranté, j'étais en ward à 5, j'étais pas trop mal. Sauf qu'il va rater sa charge, et là, la partie va se finir, entre guillemets, en 20 minutes, car à mon tour, je décide tout simplement de faire mon action héroïque, donc un PC sur un 4+, et lui, à son tour, je pense qu'il n'a pas identifié la menace qui était mes long strikes, et il ne va pas mettre sa Mokrocha en heure de gloire.
Ce qui fait que... Et c'est qu'il en a deux, il en a de gloire une, tu tires sur l'autre. Exactement. Exactement. Chiant. Ce qui fait Exactement. qu'il n'aura pas le plus un save qui est donné à l'heure de gloire, quoi. Exactement. Associé là. Ce qui fait que la Mokrocha qui est la plus proche de moi et qui fait que mes archers, sans les déplacer, peuvent tirer dessus, et ben je vais tirer dessus et je vais lui tuer sa première Mokrocha. Et la deuxième Mokrocha étant restée en fait dans la zone de déploiement très loin, je ne pouvais pas lui tirer dessus, à part en exposant mes archers, en les téléportant. Donc je décide de tirer sur le pack de cochons qui est face à moi. Ce qui fait que sur les 6, il en restera plus que 2. Fin du tour, je gagne l'initiative. Je suis très heureux. Et à ce moment-là, mon adversaire, pour moi, va faire une deuxième erreur. C'est qu'il ne va pas ni tenter de ralliement sur son pack de 6 cochons, ni mettre en heure de gloire sa deuxième Mokrocha. Et du coup, ce que j'ai fait sur la première Mokrocha... Deuxième Mokrocha. Le deuxième Mokrocha, exactement. Les 6 cochons vont sauter et je vais continuer à tirer un peu de partout. Et au final, à la fin de mon tour 2, donc fin à moi, il lui reste, je crois, 2 War Chanteurs et 2 packs de 3 cochons. Et 5 orques noirs sur le terrain. En plus de ça, je vais téléporter 5 libérateurs derrière son dos. Ça n'a aucun sens, entre guillemets, pour moi, à part de le mettre chez lui pour tenter au tour d'après 2 unités. Il l'a voulu même. Ça n'a aucun sens. Non, mais vraiment stratégiquement, c'était juste, je me préparais au tour d'après en me disant, je sais que pour un PC, je peux les ramener à la vie, donc je les envoie dans le territoire de mon adversaire, et s'il les tue, je les ramène chez moi, et s'il les tue pas au tour d'après, potentiellement, j'ai 2 unités dans le territoire. On est tour 3, je compte sur 3 pour les objectifs sur tout le territoire, et je peux commencer à scorer. Parce que s'il faut savoir, au tour 1, tour 2, je score pas, je suis juste sur mon objectif. Et là, mon adversaire va faire donc pour moi une troisième erreur. Donc, première, pas mettre hors de gloire sur la Mokrocha. Deuxième, pas mettre hors de gloire sur la deuxième Mokrocha, ni le ralliement sur les cochons, au cas où. Il va reculer avec toute son armée, donc le peu qu'il lui reste, pour aller tuer mes 5 libérateurs, pour faire un œil pour un œil. Donc il va les satelliser. Et en fait, il est au fond de sa carte chez lui. Et quel que soit le déroulement de la partie, vu que je tire à 30, je sais plus comment va se déplacer l'initiative, mathématiquement, c'est plié. On va faire les 5 tours parce que c'était très tôt. On n'avait pas beaucoup joué. Et la partie va se finir vite de ce côté-là. Ce qui me permet de mettre mes 20 points. Mais j'ai vraiment marqué mes 20 points, pas parce que moi j'ai bien joué, mais parce que mon adversaire va commettre des grosses erreurs. Voilà, tout simplement. Ce qui fait que quand toi, Victor, tu vas affronter... Et ça fait toujours plaisir. Ah, ça fait toujours plaisir. On est très heureux de... De toute façon, toutes les parties qu'on gagne, on les gagne parce que le mec en face a fait des erreurs et nous qu'on en a fait moins et qu'on les a exploitées. Et qu'on a eu un peu plus de chance et une meilleure armée face à la sienne. Mais là, il n'y a pas eu grand-chose. Ah oui, il y a toujours aussi les quand erreurs. même- Il y a toujours quand même la liste qui impacte. Est-ce que tu as fait un truc cohérent? Est-ce que tu la maîtrises? Ça marche aussi. Ah, tout à Mais fait. c'est Mais là, moi, les sur table, les erreurs, c'est ça qu'il faut c'est repérer. mon adversaire qui va faire pour moi 3 grosses erreurs qui vont lui coûter cher, parce que mon cochon en heure de gloire, potentiellement, je dois mettre plus de tirs dedans, ce qui fait que moins de létalité sur ses autres unités. Les ralliements, quand on perd 4 cochons sur un pack de 6, jeter 4 dés, statistiquement, on pourra en sortir un 6, ce qui remonte des cochons et ainsi de suite. Voilà, ce qui fait donc, comme je le disais, donc 20-0 de mon côté, je suis très content. Mon adversaire était super cool, on allait boire un coup ensuite après. Parce qu'on avait le temps. Oui, exactement. On avait le temps de regarder les autres parties et de discuter avec l'équipe, avec le staff. Ton côté, Victor, toi tu étais face Un Sylvanette. à un Sylvanette. Joueur qui s'appelle Blackout, dont vous avez parlé dans votre première vidéo, abonnez-vous. Et très bon joueur. Et en fait, comme première game, je suis envoyé en défense assez tôt. Donc en fait, moi j'ai vraiment très peu conscience de tout le système d'appareillement qui est propre au championnat d'équipe, parce que vraiment, en 20 minutes, je suis avec mon adversaire sur ma table et j'ai aucune conscience de ce qui se passe à côté. Important quand même, et ce que dont j'aimerais parler, je suis défenseur, donc je choisis ma table et j'avais conscience donc de la règle des Sylvanettes qui est de choisir des lieux de pouvoir, c'est-à-dire des objectifs sur la table entièrement en dehors du territoire de l'adversaire, à partir desquels il peut se téléporter et arriver pour téléporter. Mécanique infâme, propre, vraiment qui fait tout le sel du jeu Sylvanette, mais du coup, on était sur donc Nid du Space, qui est un scénario où la table est coupée en deux, en diagonale. Donc ça veut dire qu'une grosse partie
de la table était inaccessible pour cette règle-là. Et en plus de ça, j'ai choisi vraiment une table où il y avait des énormes décors pour plusieurs raisons. Déjà pour lui deny encore plus de décors qu'il pourrait choisir, parce que moi je trouve que c'est toujours bien de pouvoir faire la tactique souiller leur terre assez facilement en contrôlant un décor. Et si ça traverse tout le terrain, vous pouvez facilement en avoir accès, parce que ça doit être en partie dans le terrain adverse. Et en plus de ça, comme je suis Night Taunt et que je vole, je suis moins impacté par les problèmes De taille de décor. de taille de décor, tout à fait. Donc j'ai choisi une table avec des énormes décors, ce qui l'a vraiment embêté parce qu'au moment de choisir ses lieux de pouvoir, il a pu que choisir que dans son camp, ce qui limite l'arrivée. Et en fait, ça s'est assez mal passé pour lui. Encore une fois, j'avais le choix entre un match-up absolument horrible, donc je ne me souviens plus, et un match-up que je trouve très positif, parce que c'est un Sylvaneth uniquement de corps à corps, et donc dans la faction des Kurnotes, donc ceux qui ont des grosses faux, qui font de la reine -3, etc. Ce dont je me fous éperdument. Et c'est toujours bien de savoir que l'adversaire a payé une certaine somme en points qu'il ne pourra pas exploiter. Et ça n'a pas manqué, en fait, il va au cœur de la partie, il va manquer 2 tactiques, donc œil pour œil, tuer quelque chose chez moi, et une tactique Sylvanette où il va pas réussir à faire une charge, ce qui est un drame, parce que je lui avais dispel son endless spell qui donne +3 de charge, etc. Donc il a raté. Et en fait, ça va permettre de creuser l'écart comme ça, assez facilement. Moi, je suis assez bien contre Sylvanette parce qu'il me charge s'il n'arrive pas à se téléporter. Quand je lui rentre dedans avec mon gros château, je lui explose absolument tout. Et en fait, il va faire quelque chose. Donc, le déploiement, donc c'est 2 quarts de table, 2 diagonales. Et en fait, il va se mettre assez près de mon territoire, tactique classique Sylvanette, avec son petit sorcier qui a un artefact qui met une forêt entièrement à 12 une fois par bataille, sans avoir à lancer de sort, rien du tout. Je vois ça, et il me laisse le premier tour parce que il a moins de pause que moi, et directement je prends la seule unité que j'avais mis en FEP et je la mets à 9 pouces en essayant d'impacter son petit sorcier pour la tuer avant qu'elle puisse mettre cette forêt. Pas de bol, donc je tue l'unité qui était à côté d'elle et le sorcier je le laisse à 1 PV. Sinon ça aurait été la catastrophe pour son plan, vraiment j'aurais pu creuser l'écart là-dessus. Et j'étais assez content de voir cette faiblesse dans le plan de jeu de mon adversaire, assez flagrante certes, mais c'est toujours plaisir de pouvoir essayer de l'exploiter et de presque réussir à atteindre vos objectifs. Sinon, à part ça, rien à dire. Je prends le dessus sur la létalité. Mes X-Race, donc mes cavaliers, me permettent également d'avoir de la mobilité et au bout d'un moment de reprendre la présence sur table. Il a une grosse unité de Kurnote dont je me fous éperdument parce que je réduis les dégâts et la perforation ne m'intéresse pas. Il a Durtu aussi qui a énormément de perforation, ce dont je me fous également. Et il a un peu des petites libellules pour faire rip-up tout ça, mais de toute façon je one-shot absolument tout ce que je touche, parce que je charge ça avec 8 ou 9 unités. Donc forcément les Kurnotes c'est très bien en save à 2, mais quand vous prenez -5 de save à cause de mes charges, clairement c'est moins efficace. Donc clairement un bon adversaire qui a fait des erreurs aussi, qui a joué sans vraiment, je pense, anticiper tout ce que je pouvais faire. Et c'est là aussi où j'ai commencé à voir un peu quelque chose dans l'attitude de mes adversaires, c'est que en fait, vous avez conscience de votre propre armée, parce que vous la maîtrisez, vous savez ce que vous l'avez joué plusieurs fois, vous savez ce qu'elle peut faire. Les autres joueurs, c'est pas forcément le cas. Et parfois, les joueurs fantasment un peu sur votre armée et surréagissent par rapport à ce que votre armée peut faire. Et là, c'est le cas pour Night Taunt, où vraiment les joueurs en face ont une peur terrible des unités que vous pouvez mettre en réserve et les faire arriver sur le champ de bataille, et surestiment beaucoup votre létalité, votre mobilité. Et c'est important aussi d'en jouer. Donc, bref, comme un bluff au poker, c'est vraiment l'adversaire en gros, se leste lui-même dans son comportement. Commencez pas à lui dire qu'il a tort et qu'il devrait être beaucoup plus entreprenant, quoi. Vous pouvez foncer et allez-y à fond. Si vous remarquez ça, je reparlerai peut-être dans la dernière game, mais mes adversaires, j'ai remarqué que vraiment, ils surestimaient et ils avaient une fausse interprétation de mon armée. Voilà. En Une leçon effet. que j'ai tirée de cette partie. Donc encore une fois, deuxième adversaire et deuxième croissance pour moi en tant que joueur, ou que je ressens, où
vraiment, c'est un effet positif du tournoi, quoi. Plus le temps passe, plus je progresse. Non, mais vraiment, oui, Ah non, mais c'est bien pas, de rencontrer des nouvelles personnes c'est pas une et voir ce que, caricature. oui, voir ce que vous valez, en fait. Tout à fait. De ton côté, Adrien, est-ce que tu progresses aussi? Toujours, chaque seconde. Non mais oui, même si on est des joueurs qui avons plus expérimenté, donc on a déjà fait beaucoup de parties, donc on a déjà eu le temps de progresser, on continue d'apprendre à chaque partie, de découvrir des choses. Mais il y a des points de règle que je continue de découvrir chaque semaine, par-ci par-là, des détails, apprendre des unités, donc on progresse toujours. Nous, de notre côté, on s'est retrouvé en round 2 face aux Stéphanois, la OSSE, dont on a déjà parlé dans la première vidéo et la dernière. Parce que Dont c'est nous des allons joueurs, reparler juste après, parce que nous avons également joué contre eux. des joueurs qu'on connaît bien, ils sont dans tous les tournois de la région lyonnaise, donc c'est des copains, on les connaît, ils jouent très très bien. Ils ont un roster 8 qui était assez inquiétant, des très bonnes listes, des très bons joueurs. Donc voilà, on ne prenait pas cette ronde à la légère, ça faisait partie des rosters qui étaient venus pour gagner. On sort de l'appariement plutôt content. Je crois que notre estimé était autour de 100, 105. Donc très content. Personne Ce de qui vraiment. relève l'intérêt d'avoir un coach qui s'y connaît en appareillement, quoi. C'est vraiment un plus pour le roster. C'est forcément un mec qui gère l'appariement, c'est un plus pour le roster, mais on va le voir. Le mec qui fait l'appariement, il se repose sur, enfin, avec notre méthode de faire, il se repose sur les estimés qu'on a donnés. Nous, on n'est pas trop derrière lui pendant l'appariement à lui dire ah non, pas trop cette armée parce qu'on a déjà fait ce travail avant. Parfois, il nous demande des confirmations. Parfois, quand vraiment on sait que ça va être soit cette armée, et voilà, il nous demande une petite question de dernière minute, mais il se fonde sur ce qu'on lui a donné, quoi. Et malheureusement, on va se faire un petit peu tirer les oreilles après notre ronde parce que voilà, je crois qu'on était estimé à plus de 105 et on finit à 92. Donc forcément, on a fait moins bien que prévu. Donc voilà, un mélange de on s'était surestimé, on a mal joué, peut-être qu'il y a eu un peu de malchance, mais bon, c'est à prendre en compte dans les estimés aussi. Quand on fait nos estimés, on sait que c'est un jeu de chance, voilà, on prend en compte. Donc voilà, on gagne quand même, on fait 92, sachant que l'égalité est à 80, donc on a 12 points de plus que l'égalité, donc Pas ça va. 85? Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a ce système, je crois, effectivement, mais ça sert pas à grand chose parce qu'au total, faut avoir plus de scores. Mais effectivement, je crois que pour gagner, il faut avoir 85, t'as raison. D'accord. Mais finalement, ça a assez peu d'impact. Gagner une ronde ou faire égal, en fait, on s'en Oui, fiche un peu. ok. Mais je crois que t'as raison. Je crois que c'est effectivement pour C'est gagner. considéré comme un nul, mais les points Ouais, restent les points. c'est ça. Enfin, je crois. Je crois qu'à 40K, ils ont un système différent où pour marquer vraiment tes points, il faut dépasser un certain score. Mais D'accord. on s'en fiche un peu. Donc, on était plutôt bien sur toutes les tables, mais en fait, on a fait des scores très serrés. Il y a très peu de scores qui dépassent les 14-15. Donc, c'était une ronde où on a tous transpiré, c'était génial. Il y a juste eu une victoire 19-1 de Toufik, donc qui joue ses City of Sigmar face à un Seraphon. Il a l'habitude du match-up, et quand il n'y a pas un énorme Dread Sorian et un joueur qui sait parfaitement jouer sa liste, apparemment il s'en sort bien parce que la dernière FTC, il a mis des 20-0 à 4 Seraphons. Donc là, il a mis un 19-1 sur un Seraphon. Tout s'est bien passé. Le reste des parties, elles sont toutes serrées, du 14, du 15, du 16. Plus souvent en notre faveur qu'en la leur. Mais voilà, pas assez pour qu'on fasse un très gros score. Mais globalement, une bonne ronde, hein, mais moins que ce qu'on aurait pu espérer. Moi, je suis tombé sur un Doctor of Kane, donc une liste très classique avec la Shadow Queen et la Crown Spine. Et derrière, 20 lanciers et 10 archers serpentines. Et 2 x 5 Non, il n'y a pas la Crown Spine. Si. Shadow Queen, Crown Spine, 10 lanciers, 10 lanciers, 10 archers, 2 x 5 Kinerai. Ça fait 1995 avec une petite sorcière serpent. Ok. Ah, la Crown Spine, je me la suis pris pleine balle. Elle était là, hein. Ça, je te l'assure. Non, c'est pas la même liste que votre joueur. Vous, il a plus d'archers, je crois. Alors, Donc, est-ce que tu peux vérifier par contre? Parce que. ah bah, soit il m'a rajouté une Crown Spine, soit. Non, il l'avait. Hein, y a pas de doute. J'ai la liste. Elle est où la liste? Doctor of Kane. Medusa Ironscale, Morati,
Excuse-moi, je confonds complètement avec une autre Oui, armée. parce que Il y a pas de alors, Conspine. Oui, ça c'était on juste va en en plus parler j'étais en juste train de après me parce que dire dans je la tête, ça jouais ne rentre également contre ouais, cette ouais. liste et il n'y avait pas de Crossfire donc Non, mais oui, je confonds complètement avec une autre partie que j'ai fait en plus la semaine d'encore avant où c'était une Moratti contre Spine parce que la liste tourne beaucoup. Lui, non. Donc, effectivement, il a 30 serpents, ce qui est beaucoup. Ça rentre pas avec une contre Spine, t'as totalement raison. Donc, pas de contre Spine. C'était la partie d'après. j'ai bien bossé mes listes. Ah ouais, non, non. Et d'ailleurs, le petit truc que vous avez dit sur les stampfins de mêlée, là, je les avais pas vus, moi, que c'était des stampfins de mêlée. Enfin, en fait, il a un C'est de pas chaque. renseigné, je crois. Non, il a un de chaque, en fait. Il a Ah une ok. arme de chaque. Enfin, bref. Donc moi je m'étais estimé à 14. J'étais sur le même scénario que toi, The Nid du Space, donc le scénario en déploiement diagonal avec les Oui, téléportations dans les coins. oui. Et finalement je vais faire 12. Donc j'ai participé au fait qu'on soit un petit peu en dessous de notre estimé parce que je fais 12 alors que j'avais dit 14. Ça reste voilà, cohérent, hein. Quand on dit 14, on fait pas 14 à chaque game. Mm. Euh, mais voilà, quand on a tous été 2, 3, 4 points en dessous de nos estimés, bah, finalement on se retrouve à être en termes d'équipe 15 points en dessous de notre estimé. Ouais. C'était une partie géniale. Je me suis pris le double. Enfin, il me laisse commencer, ce qui était très dangereux vu comment il s'était déployé. J'arrive à lui péter ses 10 archers au T1. Donc j'étais confiant, mais pas trop, parce que derrière je me prends le double tour qui fait extrêmement mal. C'est une armée, quand on n'oublie pas les BM que font les serpentines avec les lances, Mm. c'est une armée qui fait extrêmement mal. Donc je me fais sécher presque toutes mes bêtes sur le T1, sur le double tour T1, T2. Et en gros, quand je commence mon T2, il me reste mon Great Unclean One avec 2 petites bêtes dans un coin de table, et c'est tout. Et lui, il lui reste Samorati qui a presque pas perdu de PV et tous ses lanciers. Et c'est Kinari. Mais la grande force de mon armée aussi, c'est qu'elle invoque énormément. Donc je vais avoir le double tour T2, T3 et je vais invoquer 10 plagues et re-10 plagues après. Ce qui fait qu'en fait, il a pas assez d'unités lui pour tout gérer. Ouais. Et comme j'ai des arbres avec mon armée partout sur la table pour invoquer, j'ai invoqué aux 4 coins de la table. Et bah en fait, mathématiquement, sa Shadow Queen pouvait pas être partout. Mm. Et puis mon Géo a continué de taper un petit peu. Donc, j'ai réussi à sortir des lanciers, etc. À tuer Morathi vers le tour 4, je crois. Et finalement, je gagne 12-8 parce que, alors que vraiment, là, quand je prends le T2, je me dis putain, c'est la merde, quoi. J'ai plus rien, il a tous les objectifs. Et donc, je gagne 12-8. Une super partie, on a joué jusqu'à la fin du round 5. On a commencé le round 4, on avait tous les deux 10 minutes à la cloque. 2 derniers rounds, on les a turbo Ouais. boostés. Mais on avait plus grand chose, hein, donc ça s'est joué assez vite. Et ça s'est joué au point près. Moi, je fais ma grande strat à 1 centimètre près. Lui fait la sienne parce qu'il faut qu'il ait combattu avec toutes ses unités. Lui, il rate une tactique parce qu'il n'avait plus grand chose à faire. Il a tenté un truc très complexe. Moi, j'arrive à faire toutes mes tactiques. Donc voilà, je finis par gagner 12-8. Et la ronde, donc voilà, 92, on gagne la ronde. Donc je crois qu'on est toujours pas premier du tournoi parce qu'il y a une autre équipe qui a fait des bons scores. Mais on est dans les top 2, top 3, Mm. en route pour En continuer route pour la victoire. notre petit chemin. Très bien. Tout à fait, tout à fait.